Bonjour à tous. Merci de participer à cette petite présentation. Je m'appelle Yann, je travaille pour la société ADES et pour la société District GC. ADES qui fait de la lutte anti-corrosion dans les réseaux chauffage et District GC qui distribue les produits ADES, qui fait aussi de la gestion de l'eau à la parcelle, la gestion de l'eau de pluie à la parcelle. On en parlera après. Toutes les slides que je vais vous présenter sont des slides issus de formations que je donne dans les écoles ou donc au CFA, pour les bacs pro, pour les BTS et tout, et aussi pour la formation Quali-Pluie en ce qui concerne la récupération des eaux de pluie. Formation Quali-Pluie qui aide les ingénieurs, les architectes, les installateurs à mieux s'y connaître sur la gestion de l'eau de pluie à la parcelle, notamment la récupération d'eau de pluie qu'on va voir tout à l'heure. À la parcelle, ça veut dire sur un endroit donné. Votre maison, elle a sa parcelle. La mairie, elle a sa parcelle. Le stade municipal, c'est une parcelle. Okay, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je vais commencer par ADES. Alors, juste pour que je sache, dans la salle, vous êtes plus venus pour la lutte anti-corrosion ou pour la gestion de l'eau de pluie? Plutôt la pluie. Je vais parler un peu vite de ça parce que je sais que la pluie, ça peut prendre du temps. Lutte anti-corrosion des réseaux froids et chauds. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'on sait depuis longtemps, mais ça fait à peu près une dizaine d'années, hein, Sébastien, qu'on se rend compte que les réseaux ne sont pas entretenus, les réseaux d'eau fermés ne sont pas entretenus et que la qualité d'eau influe sur le rendement des émetteurs et des producteurs d'énergie, que ce soit chaud ou froid. C'est le même principe que ce soit chaud ou froid. À l'intérieur d'un réseau, vous avez de l'eau qui n'est pas morte, hein, c'est de l'eau qui vit, et de l'eau c'est H2O, et cette eau-là va nous poser problème, et c'est à cause de l'eau que nous allons avoir de la corrosion dans les réseaux. Et il n'y a pas qu'une seule corrosion, il y a plusieurs corrosions, c'est ce que je vais vous montrer. Et la corrosion va engendrer des percements dans les tuyauteries, dans les radiateurs, sur les raccords, sur les pompes à chaleur, sur les chaudières. Bon, voilà, la corrosion nous pose un problème de percement et la corrosion engendre les boues. Qu'est-ce que c'est les boues? Ce sont les particules, en général, on les voit noires dans son radiateur, qui circulent dans le réseau. Tant qu'elles circulent, bon, ça pose quand même un problème, mais bon, ça va. Mais le jour où elles s'agglomèrent et qu'elles se mettent au fond des radiateurs, là, ça nous pose un problème parce que ça empêche le radiateur, je parle de radiateur, mais ça pourrait être autre chose, hein, ça empêche le radiateur de chauffer correctement. Donc si vous voulez 20 degrés dans votre pièce et que la moitié du radiateur est plein de boue, le radiateur ne va pas chauffer à 20, ou pour qu'il chauffe à 20, il va falloir demander à votre producteur d'énergie d'envoyer la sauce. Donc vous allez consommer trop d'énergie à cause de ces boues. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir notre réseau toujours propre. Alors quand je dis propre, c'est sain, parce qu'une eau propre de réseau ne se boit pas, et c'est une eau pas potable, c'est une eau saine et propre. Donc pour éviter d'avoir de l'eau sale, on va l'entretenir. Ah super, t'as ça. Merci. C'est le meilleur vendeur, il est là, avec ça. Voilà une eau classique de chauffage. C'est noir. À l'intérieur, vous avez des boues. Normalement, l'eau n'est pas noire. Normalement, l'eau est transparente. On sait que si on entretient notre eau avec des produits de traitement, l'eau restera transparente. Et si on met un aimant dans l'eau, on récupère les boues. Parce que 95% des boues dans un réseau de chauffage sont des boues ferreuses. Voilà. Donc, aimant, de toute façon, ça marche bien. Tous les vendeurs, tous les BE, allez, fais passer le truc. C'est vendeur. C'est très vendeur. Après Seb, c'est le vendeur numéro 2 du business. Tout le monde le sait maintenant, les installateurs le savent, les chauffagistes, les bureaux d'études. Donc, dans les CCTP, c'est prescrit. Ils prescrivent des filtres anti-boue avec barreau magnétique. Avant, on n'avait que des poches. T'as dit quoi? On va faire une opération. Bon. Non, il y a du C2E chez le particulier, mais pas encore sur le collectif. C2E, ouais. Alors je passe un peu tout ça, parce que toutes ces prises là, je vous dis,
Voilà, on sait que c'est sale, tout ça. Bon, voilà, ça m'intéresse de vous en parler. La corrosion engendre la boue. Les types de corrosion, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule corrosion, parce que ce serait une erreur. Parce que du coup, on pourrait se dire, tiens, j'ai résolu mon problème de corrosion, j'ai fait ça. Très bien, tu as fait ça, tu as peut-être réparé ton problème de corrosion ici, mais peut-être pas les autres. Donc on ne règle pas les problèmes de corrosion un par un, on les résout tous ensemble. Le seul moyen qu'on connaisse pour résoudre tous les problèmes de corrosion, c'est l'inhibiteur de corrosion. Hein, c'est facile, ça porte son nom. Non, c'est la vidange. Non, je vais vous expliquer pourquoi il faut éviter de vidanger. Type de corrosion, vous voyez. Si on met des canalisations Si on met quoi? en inox. Si on met quoi en inox? Des canalisations. Ouais, mais si vous mettez les canalisations en inox, est-ce que vous avez votre radiateur qui est en inox? Bon, donc c'est un radiateur qui prend. Sinon, c'est l'échangeur. Non, en fait, il n'y a pas de. Il faudrait tout mettre en or. Vous me dites, hein, je viens le poser. Donc toutes les corrosions sont là. La corrosion par l'oxygène, la corrosion acido-basique, vous en avez entendu parler. Corrosion galvanique, sous-dépôt, chloro-érosion. Galvanique, c'est par le galva de votre tuyauterie. Le galvanisé. Galvanique, c'est un couple galvanique, le brassage des métaux est très mauvais. Vous avez un métal noble qui est le cuivre, un métal moins noble qui est par exemple l'acier noir. L'acier noir sera particulièrement attaqué vis-à-vis du cuivre. Vous créez un couple galvanique, si vous ne séparez pas les deux, avec l'électrolyse. Avec l'électrolyse, vous allez abîmer le fer noir. J'en parle là. Voilà, parce qu'autrefois, le galvanisé, c'était partout. Sauf que, oui, mais galva plus cuivre, avec l'air qui se trouve dans l'eau, électrolyse, percement. Et c'est hyper rapide. Hein. 3 semaines, il faut. Je vais vous parler des 3 principales corrosions. C'est l'oxygène, on vient d'en parler, le pH et les bactéries. Les bactéries, ce n'est pas une corrosion, c'est une boue qui engendre la corrosion. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis le contraire. Je vous dis que la corrosion engendre la boue. Là, avec les bactéries, les boues engendrent la corrosion. Je vais vous montrer. Allez, je vous montre le premier parce que c'est celui qu'on connaît le plus, c'est celui dont vous venez de parler. La corrosion liée à l'oxygène, l'électrolyse. Dans le réseau, on a de l'eau. Eau, c'est H2O. On aura toujours de l'air. Eau. On ne peut pas enlever l'air de l'eau parce que sinon, c'est un gaz. Donc ce qu'on peut faire pour empêcher qu'il y ait trop d'air, c'est qu'on va mettre des purgeurs d'air un peu partout. On va peut-être même aussi mettre des, quand on est dans du gros, dans du tertiaire, des, ça s'appelle comment là, aidez-moi là, les machins là, les purgeurs d'air pas automatiques mais électroniques là, je sais plus. Ça tire l'air, ça met l'eau en dépression, ça enlève l'air qui est en trop du réseau. Voilà, et ça les enlève. Bon, c'est super efficace. On enlève le plus d'air possible qui est en trop dans l'eau, parce que ces bulles d'air, comme on vient de le dire, ça crée un effet de pile. On a appris ça à l'école. L'électrolyse, 2 métaux différents, plus de l'air égale électrolyse, percement. Et c'est super rapide. Et vous voyez, tout ça, ce sont les boues. Les piles ont percé, et vous avez des boues. Et imaginez à grande échelle sur votre réseau, que ce soit chez le particulier comme à la mairie ou comme partout, bah ça tourne dans le réseau. Ça frotte, donc on l'avait vu tout à l'heure, corrosion par l'érosion, ça frotte sur les tuyauteries, ça les abîme, et à la fin, ça se remplit dans les radiateurs, et ça vous empêche les émetteurs de chauffer correctement. Donc pour empêcher la corrosion par l'électrolyse, on va essayer d'enlever le plus possible l'air en trop du réseau, grâce à ces purgeurs d'air qu'on met un peu partout. Ça ne suffit pas. Le meilleur moyen aujourd'hui qu'on connaisse pour empêcher l'électrolyse, c'est l'inhibiteur de corrosion qui fait une sorte de film entre le tuyau et l'eau, qui empêche l'électrolyse de se faire. D'accord? Deuxième corrosion, le pH. Ça, c'est drôle. Le pH, je vous ai mis ici les 3 principaux matériaux qu'on trouve dans un réseau de chauffage. J'ai commencé par fer, ensuite cuivre, ensuite aluminium, d'accord? Là-haut, c'est le pH, de 0 à 14, vous vous en souvenez? À 7, c'est pH neutre. En dessous de 7, c'est acide. Au-dessus de 7, c'est basique. Je ne vais pas vous faire comme à l'école, mais on constate, voilà, je vais direct, on constate qu'il n'y a aucune plage de pH commune, verte, qui évite une corrosion. Le fer va corroder entre 0 et 9,6 et après il ne corrode plus.
Le cuivre, il corrode entre 0 et 7, après il corrode plus jusqu'à 12, et ensuite il recorrode. L'alu, il corrode entre 0 et 4,5, il corrode plus jusqu'à 8,5, puis ensuite il recorrode. Donc bon, il n'y a pas moyen là, de trouver un pH idéal pour tout le monde. Seul moyen, l'inhibiteur de corrosion. Encore une fois, ça inhibe les problèmes de corrosion acido-basique. Tout ça, vous l'éliminez grâce à ça, grâce à l'inhibiteur de corrosion. J'aime bien cette slide parce que vous allez entendre de temps en temps des installateurs, et ça dépend des régions, qui vont vous dire, moi j'ai résolu mon problème, par exemple avec le calcaire, parce que c'est vrai que le calcaire pose aussi des problèmes sur le réseau, notamment sur le producteur. J'ai résolu mon problème de calcaire en mettant un anti-calcaire sur le réseau de chauffage. Anti-calcaire vous acidifie l'eau. Bon, donc certes, ça va peut-être pas embêter le producteur d'énergie, mais ça va peut-être flinguer tout le reste, parce qu'on va baisser en pH. Les aimants qu'on met autour, c'est ça? Non, vous voulez dire pour l'anticalcaire? Oui, parce qu'on achetait des aimants au camion là, pour mettre autour. Les aimants, c'est pour rattraper les boues existantes déjà. Oui. Les aimants, ce dont vous parlez, ce sont des filtres anti-boue magnétiques qui attrapent les boues qui sont déjà existantes. Oui. Moi, je suis en train de parler plutôt du préventif pour empêcher ces boues d'apparaître. Il y a des fragmenteurs aussi. Je pense que c'est des fragmenteurs aussi. Ouais, alors ça, je suis un peu dubitatif sur ce type de Je pense que c'est ça que- peut-être. En tout cas, bon, sur le pH, on n'a pas moyen. Pareil, on essaye de progressivement d'habituer les bureaux d'études à arrêter de dire on veut un pH de 7, un pH neutre, voilà. On veut un pH de temps parce que le vendeur de chaudière nous a dit qu'il fallait ce pH pour ne pas abîmer la chaudière. C'est vrai, ça n'abîmera pas la chaudière, mais ça abîmera ailleurs. Un pH de 7 va abîmer tout ce qui est ferreux. Donc, évitons dans les CCTP de marquer un type de pH. Mettons dans les CCTP, nous voulons une eau avec un inhibiteur de corrosion qui va empêcher la corrosion de se former et empêcher donc les boues de se former. Ça va pour ça? Oui. Et le dernier que j'aime bien présenter, alors ça je viens d'en parler, les boues organiques. Les boues organiques vont engendrer de la corrosion. C'est quoi les boues organiques? C'est biologique, c'est naturel. En dessous de 50 degrés, des micro-organismes apparaissent dans l'eau. Qu'il y ait de l'air ou qu'il n'y en ait pas. Il y a anaérobie ou aérobie. Bon. En dessous de 50 degrés, c'est toutes les nouvelles installations, puisqu'on est forcément en chauffage basse température maintenant. Donc, à chaque fois que vous êtes en dessous de 50 degrés, ces bactéries apparaissent très vite. Ce sont en fait tout simplement des algues, des grandes algues qui s'accrochent aux tuyauteries et qui sont là, et qui en dessous des algues capturent les boues qui se sont promenées et vont engendrer de la corrosion et des percements. Donc d'abord, ces algues empêchent une énergie, un rendement efficace, puisqu'elles prennent de la place dans la tuyauterie, mais en plus de ça, elles emprisonnent des boues qui elles-mêmes vont faire corroder. Il suffit à la construction de mettre le doigt à l'intérieur d'un tuyau pour créer une population de futures bactéries. Biofilm. Qui seront un biofilm. Voilà, je touche mon tuyau, je vais souder mon tuyau, et là, si j'ai quelques bactéries qui restent, celles-ci, elles auront un terrain propice pour se proliférer. Elles seront bien dans l'eau. Donc on va éviter ça. Donc pour éviter ça, ce n'est pas l'inhibiteur de corrosion, puisque la corrosion vient après, on l'a dit, le développement de ces algues, c'est un biocide, tout bêtement. Un biocide, c'est comme une eau de javel, mais je veux dire, moins nocive. On met un biocide dans le réseau pour empêcher la prolifération des boues, des algues, je vais dire comme ça. Et si on devait avoir des algues, on met un biocide, ça les tue. Voilà, les algues, c'est plus facile à traiter qu'un désembouage. Alors, venons-en au désembouage. Est-ce que j'ai une slide? Voilà, bon, ça c'est chez ADES, ça c'est notre produit qui est inhibiteur de corrosion, que vous mettez dans votre réseau qui est déjà propre. Vous mettez ce type de produit dedans. Tous les ans, vous venez tester avec des languettes pour voir s'il y en a suffisamment. Et s'il y en a suffisamment, vous n'aurez pas besoin d'en remettre et votre réseau sera sain et il ne fera pas de corrosion, il n'y aura pas de boue. Il empêche la galvanise, c'est ça? Il empêche toutes les corrosions, celles qu'on a vues au début. Okay, on n'est pas les seuls, on est plein à fabriquer ce type de produit. Ça, c'est les biocides, ce qui va empêcher les proliférations d'algues. Donc pensez-y surtout pour vos planchers chauffants.
plancher chauffant, c'est basse température. Mais alors, une question, les biocides, c'est un traitement qu'il y a à mettre tous les ans. Exactement de la même manière que l'autre. Si vous mettez ça, vous mettez ça. Une fois par an, ça suffit. Une fois par an. Et vous le testez une fois par an. Si jamais vous deviez faire une réparation chez vous, remplacer un radiateur, remplacer un truc, vous allez vidanger l'eau, donc vous remettez une bouteille. Ça vaut 60 €. Hein. C'est pas ça qui va ruiner. Et le produit désembouant, voilà, ça marche plus. Le produit désembouant, c'est ça, bon, le nose il est rouge. Ça, c'est si jamais vous deviez désembouer le réseau. Si chez vous, vous avez un réseau qui n'est pas propre, vous voyez qu'il est noir lorsque vous tirez de l'eau. Okay, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un désembouage, ça veut dire qu'il faut au moins faire un rinçage. Vidanger l'eau, remettre de l'eau propre avec les biocides et l'inhibiteur de corrosion. Mais si vous constatez, en plus de cette eau noire, que vos radiateurs sont froids en partie basse, c'est que là, il faut faire un désembouage. C'est que là, les bouts se sont agglomérés. Il faut envoyer ça pour, on va dire, les gratter, les enlever. Ça vaut 600 € un désembouage en général chez un particulier. Donc, évitons les désembouages, restons sur l'inhibiteur de corrosion, ce sera plus rentable, enfin, moins cher. Il me reste 10 minutes. Bon, de toute façon, moi, là-dessus, j'ai fait le tour. J'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Si dans notre circuit, il y a de l'eau de pluie, c'est mieux. Il n'y a pas de calcaire. Oui, mais vous savez, on a vu l'eau de pluie, c'est l'eau acide. On a de l'eau de pluie. Oui. Donc on met de l'eau de pluie, naturellement, on a une réserve d'eau de pluie et naturellement Oui. on remplit le système de chauffage D'accord. avec de l'eau de pluie. C'est bien, mettez quand même un inhibiteur de corrosion parce que l'eau de pluie n'a pas de calcaire. Pas de calcaire, ouais, pas de calcaire égale eau acide. Elle est légèrement acide. Légèrement acide, ça suffit pour vous percer vos tuyauteries. Mettez l'inhibiteur, franchement. Ouais, alors oui, en plus, l'eau de pluie, les algues. Ça, c'est les filtres que vous trouvez pour vous chez le particulier. Il existe des plus gros filtres, moi je les ai présentés, c'est les gros pour le collectif. Mais ça, c'est les petits filtres pour le particulier. C'est en fonction de la taille de votre installation. Soit vous mettez un tout petit, soit vous mettez des plus gros. C'est la même chose que ça. Et du coup, c'est par là qu'on peut mettre les produits. Oui, par exemple, mais vous pouvez... Tester, tout ça. Exactement. Ou alors vous pouvez les mettre aussi par n'importe quel filetage, parce que les produits que je vous ai montrés, c'est sous pression, ça rentre dans le réseau. Monsieur, vous aviez une question? Oui, si on a des tuyaux en plastique, enfin Oui, en PER. Donc là, on n'a pas de problème, ce problème-là. Ah, vous n'aurez pas de problème sur les tuyaux. Par contre, vous allez flinguer encore plus vite votre pack ou votre Les radiateurs. radiateur, pack ou le producteur d'énergie, parce qu'il faut que l'électrolyse se fasse quelque part. Elle se fera là où elle peut. Hein. Elle ne se fera pas sur votre tuyau, elle se fera ailleurs. Mais c'est pas mal quand même, parce que C'est ce qui se fait de plus en plus dans les maisons. Non, on ne fait plus de PER, on fait du multicouche. Le PER, ça avale beaucoup l'air. Le multicouche, c'est plastique, aluminium, plastique. Faut faire attention à la colle. De quoi? Il faut faire attention à la colle. Que ça bien... Ah bon, pose, ça peut-être, ouais. Donc PER ou plastique, c'est bien. Votre tuyauterie ne sera pas endommagée, mais tout le reste, oui. Hein? Oui, de l'utilité, par exemple, dans des cas comme ça, Ça, c'est les gros. des purges d'air efficaces, avec des séparateurs d'air et des purges d'air au point haut, mais au point le plus chaud, en fin de compte. Puisque c'est là qu'on va créer le plus de bulles dans un réseau de chauffage. Donc il faut absolument purger l'air avec des purgeurs efficaces. Les gros filtres, ceux-là, c'est ceux que j'ai sur le stand, si vous voulez les voir. C'est bon, bah, c'est du balèze, hein, c'est à partir du diamètre 50 jusqu'au 200. Pour le traitement d'eau, j'ai fini. Une dernière chose, votre installateur, enfin, la société qui vient faire l'entretien de votre pompe à chaleur ou de votre chaudière et tout, tous les ans, c'est obligé maintenant, il doit vérifier la qualité de l'eau. Le législateur n'a pas dit comment, mais il doit au moins vous dire, à vous en tant que particulier ou à la mairie, à n'importe qui, il doit vérifier la qualité d'eau. Il doit pouvoir dire, votre eau est propre, votre eau est sale, voilà ce que je préconise. C'est un arrêté qui est sorti. Donc il y a plein de méthodes. Nous, on a notre petite mallette avec des kits de filtration et tout. Oui? Non, qui permet juste, toi d'ailleurs tu la connais cette mallette, qui permet de savoir si le pH est bon, si la corrosion n'est pas trop avancée et si vous avez mis suffisamment de produits de traitement dedans. Et juste, ouais, nous, colonne de flux, quand on en a une, on en a une qu'on utilise de temps en temps et on leur envoie les résultats de test.
Juste pourcentage d'économie possible grâce à une bonne qualité d'eau dans les réseaux de chauffage. Ah bah alors, c'est entre 15 et 20%, mais bon, oui, ça c'est toujours pareil, ça dépend de la qualité de ton eau au départ. Si l'eau elle est vraiment toute pourrie, il y a des gens qui ont de l'eau qui ne circule pas du tout. Pas du tout, c'est complètement bouché quoi. Bon, désolé, j'ai pris un peu de temps. Je fais juste et puis je laisse enchaîner sur Moi, je t'en prie. récupération de pluviale. On peut juste, avec une caméra thermique aussi, voir si on a un risque d'embouage ou pas au niveau des émetteurs. Ça, nous, parfois, quand on va sur les bâtiments, les économes de flux, il nous arrive de le faire, de vérifier l'embouage d'un radiateur. Ou un plancher, alors un plancher rafraîchissant, mais là c'est beaucoup les algues parce que comme c'est du PER, il y a beaucoup d'entrée d'oxygène et donc là, il y a beaucoup de prolifération, donc là en l'occurrence des boues. Ah mais t'as tout mis en... Ah non, il est là le PowerPoint. Bon, c'est un PowerPoint ça. Ouais. Je vais le passer avec ça, je préfère. 5 petites minutes. Ouais, bah non, alors... Dommage parce que c'est vraiment le pavé... L'eau, il n'y en a plus, hein, ok, je vais vite là-dessus. L'eau, on sait, voilà, ça c'est la terre, ça c'est l'eau qui dispose sur terre, ça c'est l'eau douce disponible sur terre, et ça c'est l'eau douce, et là c'est l'eau douce disponible sur terre. Bon, il n'y a plus d'eau. Elles sont coincées dans les pôles, les flottes. Pour aller les chercher, c'est compliqué. Donc on sait, je ne vous fais pas le topo, il faut économiser l'eau. Ok. Il y a plein de méthodes. Déjà, ce qu'on va éviter de faire, c'est de rejeter directement l'eau au fleuve qui elle-même ira dans la mer. On va essayer de faire en sorte que l'eau soit infiltrée pour que les nappes phréatiques se rechargent, etc. Ça, c'est la gestion de l'eau de pluie à la parcelle. Aujourd'hui, les PLU veulent de plus en plus que l'eau soit infiltrée et ne soit plus rejetée au réseau. Parce que les réseaux sont de plus en plus petits. Enfin, ils ne sont pas de plus en plus petits, mais ils sont pas assez dimensionnés pour récupérer toute l'eau parce que maintenant, tout est imperméabilisé chez nous, quoi. Voilà, on consomme 130 litres d'eau On consomme 130 litres d'eau par jour et par personne. 20% de cette eau est utilisée pour les toilettes, qui est une eau donc potable. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'eau de pluie pour les toilettes. On a le droit depuis 2008 pour les toilettes, pour l'arrosage, pour le lavage, pour tout sauf se laver et boire. D'accord ? Partout, sauf dans les établissements un peu sensibles, comme les écoles primaires pour le moment, alors que le décret va changer, mais pour le moment les écoles primaires sont interdites. Les établissements de santé, a priori vous dites que peut-être On est en train de travailler dessus, ouais. Nickel, ouais, ça m'arrange bien. Et dans les EHPAD et tout ça. Non pas parce qu'ils ont peur que les gens boivent l'eau, ça c'est une légende urbaine, c'est qu'ils ont peur qu'un piquage soit fait sur l'eau de pluie pour notamment se laver les mains et qu'on ne se rende pas compte au fur et à mesure qu'on boit de l'eau pas potable. Et les personnes âgées ou les enfants sont plus sujets à ce risque-là. Récupération d'eau de pluie, on a donc le droit sur des toitures inaccessibles au public. Vous ne pouvez donc pas y marcher dessus, pas y boire un café, y faire tomber un mégot et le nettoyer avec de l'eau de javel. D'accord ? Donc c'est sur des toitures inaccessibles au public. On met cette eau dans des cuves qui peuvent être aériennes ou enterrées, qui sont inertes pour l'eau. Ce ne sont pas des cuves à fioul, c'est des cuves exprès faites pour ça. Et ensuite, pour récupérer cette eau de pluie, on la renvoie dans son bâtiment, on met un système de pompe qui pousse l'eau vers les toilettes ou vers son arrosage, etc. Et c'est comme ça qu'on utilise l'eau de pluie. Le vrai souci, c'est qu'il faut deux réseaux. Il faut deux réseaux. Il faut un réseau pour toute la maison et un tuyau pour les toilettes. C'est pas un vrai souci. C'est un petit souci. Ah là, oui, ça c'est quand même assez simple. C'est simple. Une maison ancienne, c'est plus compliqué. Il faut préciser. Mais même pas, parce que c'est qu'un tuyau sur les chiens. C'est qu'un tuyau. C'est juste un tuyau, ouais. La récup d'eau de pluie, c'est très rentable, mais pas pour le particulier. Oui, j'ai lancé le truc, c'est réglé. Chez le particulier, c'est 50 ans avant que ce soit rentabilisé. On est plus sur une idéologie écologique ou sur l'idée qu'on se fait on veut être autonome en période de sécheresse. Parce que grâce à la récupération d'eau de pluie dans sa cuve, on a de l'eau. On va pouvoir utiliser cette eau pour faire les appoints d'eau de sa piscine, 5 minutes, pour arroser, pour nettoyer, etc. Donc, chez le particulier, ne pensons pas rentabilité. Nous, on ne peut pas le vendre comme ça. Vite fait, je viens de me faire 7 000 balles. Et en me faisant En le faisant, moi je suis plutôt sur 10 000 avec un plombier. Vous l'avez fait vous-même.
Donc effectivement, 10 000 €, faut Cuve de 6 000 € enterrés, 4 000 balles. faut économiser hein, pour arriver à le rentabiliser. Donc ça, on l'a dit. Les cuves, bon, on s'en fiche. Ici, vous êtes des professionnels ou vous êtes plus du particulier qui s'intéresse à la récupération d'eau de pluie? Plutôt pro. Si vous devez dimensionner une cuve de récupération d'eau de pluie, allez sur le site de mon collègue La Banquise, c'est gratuit. Ce site-là vous permet de dimensionner correctement une cuve. Parce qu'on entend souvent la cuve doit avoir 3 semaines d'autonomie. Bon, faut oublier. Hein. Le site là va vous dire, va vous proposer, comme là par exemple, comment dire, il vous sort la courbe de l'autonomie de l'eau de pluie. Là par exemple, là, il peut être autonome qu'à 3% en eau de pluie. Et il va vous dire, pour une cuve de 1 mètre cube, vous êtes autonome à X%, 2 mètres cubes, X%, 3 mètres cubes. Et vous allez vous rendre compte que la courbe, en fait, elle est à tangente jusqu'à 3%. Pour arriver à 3 mètres cubes, il lui faudrait peut-être pour arriver à 100%, il lui faudrait peut-être une cuve de 20 mètres cubes. Alors, l'isolation, c'est comme un processus de l'isolation. il ne faut pas surdimensionner la cuve. Si vous surdimensionnez la cuve, ça vous coûte super cher. Et l'eau qui est dedans va stagner. On veut une cuve qui soit pleine, vide tout le temps. Donc, allez sur son site, c'est super bien fait. Et il vous aide à déterminer la capacité, la taille de votre cuve. C'est ça ressemble à ça, un schéma technique gestion d'eau de pluie. C'est ça, donc il me reste 2 minutes, mais il faut que j'en parle. L'eau de pluie, c'est une eau qui n'est pas potable. Le législateur ne veut pas que l'eau de pluie et l'eau de ville puissent être en contact. Donc, on se le redit, vous avez mis votre cuve d'eau de pluie, vous utilisez l'eau pour l'arrosage. Vous avez mis une surpression dans votre maison pour que l'eau arrive jusqu'à vos toilettes. Il n'y a plus d'eau de pluie dans la citerne, il faut que l'eau de ville prenne le relais. Donc vous ne pouvez pas mettre un disconnecteur entre l'eau de pluie et l'eau de ville, ou une 23 voies là, qui ferait fermer l'eau de pluie quand il n'y en a plus et que ce serait l'eau de ville qui passe, d'accord? Il ne veut pas parce qu'il a peur que si jamais il ne marche plus, le disconnecteur, il y a une dépression qui puisse se passer et qu'il y ait une pollution de l'eau de pluie dans l'eau de ville. Donc ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle une disconnexion physique. Là, c'est l'eau de ville. Physiquement, on voit l'eau couler dans le bac. Ok? Là, c'est l'eau de pluie. Là, c'est ma pompe. J'ai de l'eau de pluie, la pompe avale, elle envoie ça vers mon réseau. J'ai plus d'eau de pluie, il y a une sonde qui prévient une intelligence là, qui ferme l'électrovanne ici et qui ouvre ici l'électrovanne pour faire rentrer de l'eau de ville dans le bac, dimensionné en fonction de vos besoins. Donc vous aurez toujours de l'eau, vous, dans vos toilettes ou dans votre arrosage. Ce sera soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de ville. Les deux eaux ne seront jamais ensemble. Attention, des fabricants vendent des systèmes où ça s'appelle la disconnexion, où ils font la disconnexion dans la citerne enterrée. Et ça, c'est interdit. On ne peut pas mettre de l'eau de ville dans une citerne enterrée. On peut, si ça, c'est fait dans la maison. On n'a pas le droit, parce que la citerne enterrée est considérée comme un endroit qui est inondable. Donc, ça veut dire que les eaux sales pourraient rentrer jusque dans le tuyau de... D'accord? 2 minutes, donc 2 minutes m'iront très bien. Non, mais c'est gentil. Là, donc ça c'est bon, tout ça se vend dans un paquet entier, hein, chez le particulier. C'est un boîtier grand comme ça. Vous avez un boîtier avec le bac de disconnexion, la pompe, le ballon vessie pour éviter les coups de bélier, tout ça. Le filtre, parce que l'eau de pluie peut avoir des petites saletés. Et on n'a pas envie d'avoir des petites saletés dans ses toilettes quand on tire la chasse. Lampe UV. Lampe UV, c'est si jamais vous devez utiliser l'eau de pluie pour le lave-linge, parce qu'on a le droit. Lampe UV, c'est pas obligatoire. Le législateur dit qu'on doit avoir un système de purification de l'eau avant d'aller dans le lave-linge. Bon, nous, on préconise la lampe UV, comme tout le monde. Et après, je vais juste montrer, puisqu'il me reste une grosse minute. Ça, c'est un système plutôt pour le tertiaire, pour le gros, pour les mairies et tout. Vous avez le bac de disconnexion, vous voyez, il est grand comme ça. Ça peut faire 1000 litres, on peut les mettre en série quand on a besoin d'une grosse capacité d'eau pour les toilettes. Il est là, le bac. Là, on a sa citerne qui peut être très loin. C'est pas grave, puisqu'on a une pompe qui va envoyer l'eau dans le bac de disconnexion. Là, on va avoir notre surpression qui prend l'eau du bac. Soit c'est l'eau de pluie, soit c'est l'eau de la ville. Et c'est là-dedans que se fait le mélange et l'eau part. Et compteur, dernier truc,
Les compteurs, c'est important, parce que si jamais vous utilisez de l'eau de pluie pour les toilettes, c'est de l'eau que vous n'avez pas payée, c'est bien. Par contre, c'est de l'eau, vous ne payez pas l'assainissement. Ouais, non, mais j'ai fini. Vous ne payez pas l'assainissement. Donc là, ils ne sont pas contents, il faut payer l'assainissement. Donc normalement, on met le compteur. Et merci de votre participation. Vous m'appelez s'il y a quelque chose que je suis allé vite.